Bonjour tout le monde, je m'appelle Cécile, enchantée. J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes bien installés. Je suis venue aujourd'hui pour vous parler des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place pour rédiger des contenus de qualité avec l'intelligence artificielle générative. Le sujet m'est venu juste par ma pratique aussi. Je suis rédactrice web SEO depuis maintenant plusieurs années et content manager également. Donc forcément confrontée à l'implémentation de l'IA dans le quotidien professionnel et puis personnel aussi. Quand on parle de l'IA générative, en tout cas pour tout ce qui va être production de contenu, assez souvent les gens en parlent, et puis je pense moi la première aussi, je m'y suis tournée pour ça, pour une question de rapidité. Avant même de penser, peut-on aller plus loin avec l'IA, la plupart des gens se sont dit comment est-ce que je peux gagner du temps avec l'IA. Et tous, on y allait un petit peu comme ça, on s'est dit un peu comme on met un plat au micro-ondes rapidement en espérant qu'en 1 minute ça soit super. On a vite compris qu'il y avait des limites, et notamment par rapport au style, où assez souvent on s'est tous trouvés confrontés à des contenus qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de nos attentes. D'un point de vue SEO aussi, je pense qu'on a été assez nombreux dans le secteur à se demander est-ce que des contenus générés 100% avec l'intelligence artificielle, pour le SEO, ça posait problème en termes de ranking notamment, ou même plus largement aussi, est-ce qu'il pouvait y avoir des pénalités avec Google ? Un autre point également qui remet un peu en question la notion de simplement de rapidité avec l'IA, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le principe de modèle collapse, dont on entend de plus en plus en ce moment, en tout cas on peut voir de plus en plus d'articles dessus. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle générative, elle n'est pas créatrice du tout, elle va générer en fait un contenu à partir d'un apprentissage. Et au tout début, l'IA, c'était assez chouette parce que finalement, elle s'entraînait sur quoi ? Elle se basait sur quoi ? Sur des contenus majoritairement humains. En tout cas, au tout début, c'était ça, quand on a commencé à utiliser ChatGPT. Et aujourd'hui, à force d'avoir de plus en plus de contenus qui ont été produits avec l'intelligence artificielle, on se confronte à une première grosse limite de l'outil, qui est qu'elle va se baser sur sa propre production pour produire de nouveaux contenus. Et là, on a déjà un gros problème par rapport à la qualité aujourd'hui, par rapport au problème du modèle collapse, où on arrive à une première limite de l'IA générative à laquelle on s'est déjà, je pense, tous pas mal confrontés. Donc finalement, plutôt que de parler de rapidité, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se questionner quand on veut utiliser l'IA générative sur comment est-ce qu'on peut le faire en pensant avant tout à la qualité ? D'où l'idée de cette conf. Et au-delà de ça, on peut parler un peu à un moment des enjeux, finalement, de ce sujet-là. Déjà, juste par rapport à l'impact, il y a cette étude que j'ai trouvée assez intéressante sur l'impact sur nos compétences cognitives de la surdépendance et la surutilisation de l'IA au quotidien. Il a été montré que directement, parce que ce qu'on va lire, ce qu'on va écrire est directement corrélé en fait à notre façon de penser, de structurer nos idées. L'utiliser trop au quotidien, finalement, vient impacter notre pensée critique, notre capacité de raisonnement, notre capacité à prendre des décisions et même encore plus largement notre créativité, notre originalité. Et là, quand on travaille dans l'univers du marketing et du contenu, c'est des problèmes qui peuvent être quand même assez conséquents et même plus largement, si on va un peu plus loin que juste la réflexion marketing, c'est même des problèmes qui peuvent impacter le niveau culturel dans la mesure où si on ne prend pas un minimum de recul, si on n'apprend pas un minimum à utiliser l'outil, quelle va être la conséquence sur ce qu'on va mettre en ligne ? Je pense que tous ici, si en tout cas vous êtes venus, c'est parce que vous vous questionnez peut-être aussi sur la responsabilité que vous avez de ce que vous allez publier, ou simplement quelle peut être aussi la conséquence de ce que vous lisez si c'est produit avec une IA et que c'est pas terrible. Donc il y a aussi un enjeu certes cognitif, mais aussi culturel et plus largement sociétal dont on a parlé un petit peu avant déjà dans d'autres conférences. Bon, c'est pas le sujet de cette conf, donc je vais pas m'étendre ici, mais je trouvais que le sujet méritait de s'y arrêter 2 minutes. Et pourtant, en face, je pense que cette slide, vous l'avez déjà vu passer, elle est passée ce matin dans la conf de Laura. En face de ça, malgré toutes ces questions qu'on se pose et les constats, un peu les limites qu'on observe déjà, je pense que tous, on a de plus en plus intégré l'IA dans nos pratiques. Alors professionnelles déjà, mais aussi personnelles, peut-être pour certains d'entre vous. Mais si on se contente du secteur pro, ce qu'on voit un petit peu, c'est qu'on a déjà presque 9 entreprises sur 10 qui utilisent aujourd'hui l'IA pour produire du contenu. Et quasiment 75% des nouvelles pages web contiennent du contenu produit par l'IA. En termes d'implémentation,
c'est déjà fait, le virage est déjà pris. Alors, peut-être que ces chiffres-là vont évoluer par la suite, mais en tout cas, ça a commencé vraiment à être intégré dans les pratiques. Et malgré les limites qu'on observe, au final, les marketeurs qui utilisent l'IA publient en général presque 1,5 fois plus de contenu qu'ils ne le feraient sans. Donc, on a vraiment en face de ça un potentiel de pouvoir publier plus vite, plus rapidement, et face à la manière dont on l'utilise, se questionner sur la qualité et savoir un peu comment on peut bien l'utiliser, ça fait quand même pas mal sens. D'où les 3 chapitres, étapes, je ne sais pas comment dire ça, de la conférence. On va d'abord un petit peu se pencher sur les piliers de la rédaction avec l'IA. Donc ça, c'est plutôt des bonnes pratiques que j'ai dégagées de ma propre expérience. Donc ça fait maintenant plusieurs mois que je travaille et que j'intègre l'IA au quotidien dans mes productions de contenu. Et ce qui était assez intéressant, surtout quand j'ai préparé cette conférence, c'est que je lisais pas mal sur le modèle Collapse, où il y a énormément finalement de bonnes recommandations qui recoupent avec celles qu'on va aborder aujourd'hui. Ensuite, dans un second temps, on essaiera de répondre à cette question, si tant est que ce soit possible ou tranché. Tout de suite, je vous le dis, ce n'est pas le cas. Quand est-ce qu'on peut utiliser l'IA ou ne pas l'utiliser? Et on finira avec 2 cas concrets de process, finalement, où il y a un mélange d'agents IA et d'étapes en 100% humain. Tout ça en phase de digestion. J'espère que vous avez vraiment bien mangé. Ok, on commence avec les bonnes pratiques. Alors, avant cependant de commencer, je vais faire un petit point sur la qualité. Et je ne sais pas si Dan est dans la salle, mais je sais qu'hier, on en a justement parlé. Comment définir la qualité d'un contenu? Parce que c'est bien mignon, j'ai mis le mot qualité dans le titre de ma conférence, mais ça veut un peu tout dire et rien dire. Et quand on parle d'un contenu marketing, comment est-ce qu'on peut définir sa qualité? On pourrait parler de performance déjà. On peut parler directement de métriques, comme du taux de clic, comme après quelles vont être les conséquences sur la conversion, la fidélisation. Mais finalement, comme un contenu ne dépend pas en lui-même, il n'est pas suffisant en fait pour après parler de performance. Il va dépendre de l'écosystème dans lequel il est, du site web sur lequel il est publié, etc. Donc comment est-ce qu'on peut se dire j'ai fait un contenu de qualité? Sur quoi on peut se baser finalement? Ce que vous pouvez faire, c'est déjà vous questionner sur pour qui j'écris. À partir du moment où vous vous engagez un petit peu, en tout cas vous avez cette intention de respecter votre lecteur et de répondre à son besoin au moment précis, c'est-à-dire que votre lecteur, il va venir en fonction d'une problématique dont il n'a peut-être pas encore conscience, mais peut-être que si, il va évoluer vers un besoin, vers une prise de conscience des solutions, etc. Et plus vous allez connaître la personne à qui vous vous adressez, et plus vous allez structurer votre contenu autour de ça, de manière à respecter vraiment la personne que vous avez en face et la satisfaire du mieux possible, vous devriez assez naturellement partir sur un contenu de qualité. C'est-à-dire c'est un contenu qui va déjà avoir des informations pertinentes, des informations... Allô? Ça marche plus? C'est bon? Des informations pertinentes, des informations qui sont fiables, et surtout aussi, vu qu'on est sur de la lecture sur écran, des informations qui sont correctement structurées et qui respectent aussi des règles de pratique de rédaction web. Maintenant, pour se pencher un peu plus sur les bonnes pratiques qu'on peut dégager autour de l'intégration de l'IA. Cette slide-là, pour le coup, elle n'est pas très très développée, mais elle est hyper importante parce que si vous devez retenir 3 choses, c'est ces 3 choses-là. Avant toute chose, avoir une base de données qui est structurée et à jour, ce qui vous permet de lui fournir des informations fiables et accessibles. C'est un peu la même réflexion quand vous faites à manger finalement. Quand vous faites une recette, il vous faut quoi? Si vous voulez que ce soit bon à la fin, il vous faut des bons ingrédients. Il vous faut suivre certaines étapes précises. Là, on est consigne précise et prompte, du coup. Et à un moment donné, il faut aller mettre le doigt dans la soupe pour tester si c'est bon ou pas, s'il faut corriger ceci, s'il faut corriger cela. Et c'est là qu'est l'importance des feedbacks, autrement dit des retours humains, et notre participation dans les workflows IA est essentielle. Et ce triptyque-là, si vous enlevez une des 3 parties, vous vous ôtez la possibilité de vraiment tirer le plein potentiel de l'IA. Si vous respectez les 3 et que vous portez vraiment du temps à ça pour l'intégrer dans vos process, à partir de là, peu importe l'outil, vous pouvez normalement obtenir des bons résultats avec l'IA. Par la suite, et même déjà là, ces différents constats, moi je les ai tirés, je ne sais pas quels outils vous utilisez en IA, il y en a différentes plateformes, vous pouvez peut-être être sur ChatGPT, sur Claude, Gemini ou autre. Finalement, peu importe, le but, ce n'est pas ici de vous donner une technique avec un outil précis, c'est que vous puissiez justement, peu importe l'outil que vous utilisez, après mettre ça en place et pouvoir en tirer le meilleur. De mon côté,
Par rapport à la base de données, j'utilise Dust. Alors, ce n'est pas du tout de la promo ou de l'affiliation, quoi, mais juste l'outil est vraiment très très bon si vous voulez faire des contenus de qualité. Je vous conseille de vous renseigner dessus. Dust, l'intérêt, c'est que c'est une plateforme où vous allez avoir du coup la possibilité de faire appel à différentes IA et de créer différents agents IA et de les utiliser au sein de la même conversation, tout en connectant la plateforme à vos données. Ce qui fait que vous avez en permanence un accès à vos données internes. La base de données, elle est justement très très importante dans la mesure où, et on se rend compte encore plus de ça par rapport au modèle Collapse, c'est que la qualité des intrants va influencer directement la qualité du résultat sortant. C'est-à-dire que les données que vous donnez à l'IA pour qu'elle puisse vous produire après le contenu que vous attendez, elles sont juste capitales. Ces données-là, elles sont très variées et il faut surtout qu'elles soient organisées pour que l'IA puisse y accéder facilement, qu'elle soit fiable, pour que l'IA, pour imiter en tout cas le risque d'erreur et d'hallucination, et qu'elle soit surtout diversifiée, riche. Et à partir de là, si vous travaillez votre base de données de cette manière-là et que vous prenez vraiment le temps de la structurer et de la diversifier, vous bâtissez un socle hyper béton pour après pouvoir correctement exploiter l'IA. Par rapport au RAG, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, mais c'est plutôt un système maintenant avec certaines IA, qui est un peu le système de génération augmenté par la récupération de données. Au début, les IA, quand vous les avez utilisées, mettons ChatGPT au tout début, c'était une IA qui a été entraînée sur une version antérieure du web. Aujourd'hui, grâce au système RAG, qui est disponible sur certaines IA, et notamment aussi sur Dust, comme je vous disais, l'intérêt, c'est que vos IA peuvent être connectées en temps réel à des bases de données, que ce soit le web, donc des bases de données externes, ou que ce soit vos bases de données internes. Donc si vous avez vraiment envie d'améliorer vos contenus, je vous conseille vraiment de passer par des IA qui fonctionnent avec le système RAG. Ça vous permettra d'avoir des bien meilleurs résultats. Et concrètement, quand on parle du coup de données, finalement en éditorial, ça va correspondre à quoi? C'est un peu la même chose que ce que vous donneriez à un rédacteur pour finir. On va avoir l'intérêt de mettre tout ce qui est information au sujet de l'histoire, de la valeur, du positionnement de votre entreprise, mais aussi l'analyse de la concurrence, les avantages des concurrents, en tout cas vous aussi par rapport à vos concurrents, les infos sur vos produits, vos services, vos offres. Très, 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 très important, et je pense que je ne suis pas la première du coup à en parler aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, toutes les informations autour de vos personas, de vos cibles. Plus vous fournissez d'informations sur la personne à qui vous parlez, plus vous allez pouvoir bien structurer votre contenu et le faire de la manière la plus pertinente possible. Donc persona, donc vos fiches persona, soit, mais aussi quel est le parcours client. Est-ce que vous avez des verbatims de vos personas? Est-ce que vous avez des témoignages de vos personas? Si vous avez aussi des interviews, votre ligne édito, évidemment aussi, on ne va pas passer à côté. Chiffres, études, si vous pouvez aussi prendre le temps de créer ça dans votre base de données, d'aller chercher sur Internet ou ailleurs, mais de vous composer une base de données sur des études qui sont relatives du coup à votre secteur et d'en tirer déjà des chiffres, ça vous permet comme ça déjà aussi de donner ces données-là à l'IA et de garder la main sur les chiffres qu'elle pourrait utiliser. Avis témoignage, on a vu. Prise de parole, ça c'est surtout si vous avez dans votre entreprise des dirigeants ou des personnes dont le poste a une valeur crédibilité intéressante pour vos lecteurs, de faire des témoignages, des interviews, prise de parole en tout cas de ces personnes-là. Toutes vos FAQ, vos questions clients évidemment, plus il y en a mieux c'est. Et incontournable, le corpus de contenu, c'est-à-dire des exemples de ce que vous avez vous écrit. Et par rapport au modèle Collapse dont on a parlé juste avant, ce que je vous conseillerais de faire là, c'est vraiment de séparer dans votre base de données les contenus que vous avez générés en 100% humain ou en tout cas avec finalement assez peu d'IA et les contenus que vous auriez éventuellement beaucoup générés avec l'IA, classez-les peut-être dans un autre dossier sans forcément donner les accès à l'IA pour qu'elle continue de s'entraîner sur les contenus les plus humains possibles. Et justement ne pas trop, c'est un peu pour contourner la limite du modèle Collapse finalement. Et aussi des templates de contenu pour lui montrer un petit peu les formats de sortie que vous attendez. En fait, l'idée ici avec la base de données, surtout si vous fonctionnez avec une IA qui est sur un système RAG, c'est de fonctionner un peu en vase clos. C'est-à-dire que plutôt que de la laisser aller elle-même chercher en ligne ce qui lui semblera bon
et de vous le réintégrer directement dans vos contenus, vous gardez une maîtrise totale de tous les éléments qu'elle va exploiter. Vous pouvez très bien lui interdire d'aller sur le web, c'est pas un souci, c'est tout à fait possible. Donc vraiment, plus vous gardez la main sur les intrants, plus vous pouvez bien contrôler l'IA et après avoir des contenus qui tiennent la route. Évidemment, vous pouvez aussi l'utiliser pour aller sélectionner vos sources. Vous pouvez utiliser l'IA pour aller chercher en ligne des documents qui vous intéressent, mais toujours vérifier les documents, validez-les vous-même et intégrez-les vous-même après à votre base de données interne. Pour tout ce qui est un petit peu plus organisation, donc après ça peut être du Google Drive, du Notion, ça c'est vous qui voyez les plateformes que vous aimez utiliser au quotidien pour structurer votre base de données. Perso, je fonctionne avec Google Drive. C'est pas mal justement pour créer tout ce qui est dossier, sous-dossier numéroté. Alors le côté numéroté, c'est plus pour vous y retrouver plus facilement. Mais pour l'IA, par contre, pour qu'elle puisse bien naviguer dans votre base de données, pensez à donner des titres et des sous-titres qui sont clairs, qui ne sont pas à rallonge, et surtout à intégrer des métadonnées dans vos documents. Les métadonnées, c'est quoi? Ça va être tous des éléments dans chaque document qui vont permettre à l'intelligence artificielle de comprendre le sujet du document, de comprendre ce qu'elle va trouver dedans, les points clés, et de pouvoir mieux l'exploiter. Si jamais à la fin, il y aura un petit QR code sur une des diapos, vous pourrez prendre en photo et ça vous amènera sur une page Notion où vous trouvez justement des exemples de métadonnées à intégrer dans vos contenus de votre base de données. On passe à au deuxième pilier. Donc, le premier étant essentiel, donc base de données, je le répète encore, vraiment incontournable. Le second, c'est la façon dont vous allez prompter. Alors, on a tous des pratiques différentes pour le prompt, mais tous, on en est venu plus ou moins à la même conclusion que pour tout ce qui est génération de texte, en tout cas quand on utilise l'IA directement et pas un outil autre, plus votre prompt va être détaillé et structuré, plus, pareil, vous allez pouvoir donner des consignes précises et correctement piloter l'IA. Donc, à un moment donné, vous allez être un tout petit peu obligé soit de trouver des modèles de bons prompts, soit d'apprendre un petit peu sur le prompting pour pouvoir, vous, après, créer vos propres prompts. L'idée, aujourd'hui, ça va être de détailler vraiment toutes les étapes de la tâche que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Finalement, vous allez lui dire dans la peau de qui elle va se mettre, quelle va être sa mission, quel process elle va devoir suivre pour réaliser cette mission, quelles instructions elle va devoir suivre pour suivre ce process, du coup. Si jamais elle doit créer quelque chose, de quelle manière elle doit le faire, le format de sortie, les étapes préparatoires, les techniques rédactionnelles que vous voulez utiliser en fonction de la typologie de contenu. Si jamais elle doit interagir avec vous, comment est-ce qu'elle le fait, des rappels critiques, etc. etc. Ce n'est pas une ligne exhaustive, ça va surtout dépendre du type de contenu que vous voulez faire. Au niveau du format, pour le prompt, personnellement, je fais toujours en XML. Vous avez aussi des gens qui vont faire en JSON, mais pour tout ce qui est document textuel structuré, le XML est généralement plutôt pas mal. Donc ce que ça donne en vrai, j'ai choisi un prompt pour faire une fiche persona. Je commence toujours mes contenus, même s'il y a des fiches persona présentes chez mes clients. Toujours pour chaque contenu, je refais une fiche persona ultra ciblée qui va me permettre d'obtenir des éléments de langage ou des éléments de réflexion que je réintégrerai après dans mon texte. Et l'IA à cette étape-là, elle est hyper intéressante. Aujourd'hui, mon prompt a un petit peu changé depuis que j'ai fait les slides, mais la version à jour, elle sera aussi sur la page Notion à laquelle vous aurez accès via le QR code à la fin. Il y aura d'autres prompts aussi si ça peut vous être utile. Il faudra les remettre un peu à votre sauce, mais en tout cas, ça pourra vous faire un bon exemple. Donc l'idée, voilà, là c'est vraiment donc, avec le format XML de détailler le rôle, la tâche, le process, tout en étapes. Donc pareil, il y aura les slides sur la page Notion, donc je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus, mais c'est juste pour montrer un petit peu la longueur. Donc là, on est après dans les instructions. Je détaille jusqu'au point où je demande certains emojis très précisément dans ma fiche après de sortie, juste pour la structure. Ça, après, c'est mon template de fiche persona. Donc s'il peut vous être utile, en tout cas, c'est ce que j'exploite à chaque fois pour mes textes. Et j'ai normalement une 4e diapo. Donc, ce qui fait qu'on est sur un prompt déjà assez long, qui est beaucoup plus long que les premiers prompts un peu en format email aux collègues qu'on avait tendance à envoyer dans ChatGPT. Et aujourd'hui, je crois que mon prompt est encore plus long que ça. J'y ai intégré aussi les objectifs du contenu qui découlent en fait de la fiche persona. Quand on parle de prompt, finalement 2 choses. Plus vous êtes précis, plus après vous gagnez en qualité derrière. Et plus vous itérez, plus vous êtes capable de gagner en précision. C'est-à-dire que votre prompt, je ne vous conseille pas de prendre un prompt même que vous trouvez, je ne sais pas, sur LinkedIn ou même les miens, et de l'utiliser tel quel et vous dire c'est bon, le travail est fait. Testez-le, voyez si le résultat, ça correspond à ce que vous attendez.
Et plus vous allez refaire, vous prenez peut-être, je ne sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, vous testez, plus vous allez arriver au format qui vous convient. Et après, vous aurez besoin de toute façon de le retoucher, de le remettre à jour. C'est tout à fait OK, mais il faudra faire ce travail-là de manière régulière. Maintenant, dernier point, dernière bonne pratique en tout cas, les retours humains. C'est-à-dire, finalement, peut-on vraiment envisager d'utiliser l'intelligence artificielle sans, au bout d'un moment, participer, nous, en tant qu'humains? Le risque, si on ne le fait pas, d'une part, il y a les erreurs assez classiques, mais aussi les hallucinations, finalement, et que vous vous retrouviez à la fin avec un contenu qui ne correspond pas du tout à ce que vous vouliez, et que vous vous retrouviez avec ce dont on a parlé, c'était une des conférences ce matin, le work slop, je crois, ça, voilà, où vous aurez juste perdu du temps à vous retrouver avec un contenu assez pauvre généré par l'IA. Et vu que mine de rien, on utilise ce type d'outils aussi pour gagner en productivité ou aussi aller plus loin dans nos stratégies, c'est quand même un peu dommage finalement d'avoir passé autant de temps pour obtenir un résultat qui ne convient pas. Donc nos interventions, elles sont indispensables et ce que je vous conseille, c'est de le faire à chaque étape clé. Et finalement, les étapes clés, quand on parle de rédaction, les gens se disent souvent « ouais, rédiger, ça va, tu te lances, tu fais ton texte, t'écris, c'est plié ». C'est un peu plus d'étapes que ça. Vous allez avoir déjà l'étape d'analyse du persona que vous allez croiser et coupler avec les objectifs de votre texte. Vous allez après réfléchir à l'angle de votre texte. Quel est finalement le type de contenu, l'angle qui serait le plus pertinent pour répondre à mon persona. Après, si besoin et si c'est un contenu SEO, allez justement chercher les éléments SEO pour optimiser votre contenu après. Étape suivante, faire un plan avec les grandes idées. Étape suivante, faire un second plan avec toutes les idées détaillées. Donc là, ça vous fait soit un briefing que vous pouvez donner à un rédacteur, soit si vous voulez rédiger avec l'IA, ça vous fait un briefing que vous pouvez donner à l'IA. Et après, pareil, le texte proposé par l'IA, vous devez absolument le relire. Ne publiez jamais, jamais, jamais un texte qui est sorti par une IA en vous disant « c'est bon, j'ai fait toutes les étapes en amont, c'est toujours possible qu'il y ait un risque d'erreur, relisez toujours avant de publier. » Et aussi, une fois que vous avez retouché votre texte, donnez la version finale à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Ça lui permet de se rendre compte des points d'écart entre ce qu'elle vous a fourni, en pensant que c'était ce que vous attendiez, et ce que vous attendez réellement. Donc dans la mesure où elle apprend finalement de ce qu'on lui fournit, à chaque fois que vous faites un contenu, et même si vous n'utilisez pas l'IA pour le faire, fournissez-lui pour qu'elle puisse se rendre un peu plus compte de ce que vous attendez réellement. Et si le résultat est décevant, assez souvent, ce n'est pas tant que ça l'outil, parce que je pense qu'on est tous d'accord de la performance de l'intelligence artificielle, même si elle a ses limites, on s'en rend compte. Mais c'est surtout que probablement, dans une des étapes en amont, dans la base de données, ou dans le prompting, ou dans les étapes de vérification, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été assez bien fait. Donc c'est vraiment à ces étapes-là qu'il faut revenir aux besoins. 2 mots par rapport au retour humain. Sans vouloir être moralisatrice, mais je pense que ça va de notre responsabilité au final, de par ce qu'on va publier en ligne, comme je le disais tout à l'heure. Je pense qu'on est tous un petit peu questionnés par ce que ça va devenir au niveau de la qualité du web et de ce qu'on va trouver dessus. Donc si on veut que ça reste quelque chose d'intéressant et si on veut continuer à avoir accès à des contenus qui sont appréciables et pertinents, c'est notre responsabilité, même quand on utilise l'IA, d'aller vérifier ce qu'on a fait avant de publier et de voir si ça correspond à nos exigences éditoriales ou pas. Deuxième mot, l'apprentissage. En ce qui concerne les retours humains, c'est vraiment là l'intérêt, c'est de permettre à l'intelligence artificielle d'apprendre un maximum possible afin de s'améliorer à chaque fois que vous allez l'utiliser. Étape 2, chapitre 2. Est-ce que finalement, on peut dire qu'il y a des contenus pour lesquels on doit utiliser l'IA, en tout cas on peut, un peu les yeux fermés, et d'autres où vaut mieux absolument utiliser l'intelligence artificielle? Alors, il n'y a pas vraiment de réponse ferme à cette question-là, dans le sens où ça va dépendre de plusieurs choses. On ne peut pas se dire... tous ici, je pense, dans des situations un peu différentes. Il y a des gens qui vont travailler au sein d'entreprises avec beaucoup de collaborateurs. Il y a des étudiants, il y a des gens peut-être qui sont solopreneurs et qui sont à la tête de leur boîte et qui doivent tout gérer, leur prod de contenu et puis tout le reste. Il y a des gens qui aiment écrire, il y a des gens qui n'aiment pas écrire. Vous avez tous vos expertises. Et pour certains d'entre vous, le fait d'être capable d'écrire, ça va être très très simple. Et pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que finalement, l'écrire n'est pas quelque chose d'aussi naturel pour tout le monde. Et comme le dit David McCullough, où j'ai trouvé sa citation assez intéressante, écrire, c'est avant tout penser
Et du coup, écrire bien, c'est penser clairement. Et c'est pour ça que c'est si difficile. On n'a pas tous la même façon de réfléchir, et ça, c'est tout à fait normal, mais du coup, on n'a forcément pas tous les mêmes appétences pour l'écriture. Et ça aussi, c'est tout à fait normal. Donc, il faut vous questionner déjà sur quelles sont mes expertises, quels sont mes points de facilité. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir tendance à vouloir donner à l'IA? Qu'est-ce que je vais avoir tendance à peut-être vouloir garder parce que j'aime ça? Et c'est dans tout ce qui va être le groupe de j'aimerais bien le déléguer à l'IA parce que ça me facilite la vie ou parce que simplement aussi, moi, j'aime pas faire ça, je préfère le déléguer à quelqu'un ou à quelque chose. À ce moment-là, on pourrait presque dégager deux groupes de contenus. Un premier, si vous voulez faire du 100% IA et faire de la rédaction, je vous conseillerais de vous limiter au contenu, alors du coup je vais commencer par la droite, c'est pas très logique, mais au contenu non relationnel ou à faible valeur stratégique. C'est-à-dire que tout ce qui va être des comparatifs produits, des fiches techniques, vraiment très techniques, hein, pas de la fiche produit, des FAQ génériques, glossaires, etc. Bref, des contenus où vous n'êtes pas là pour transmettre une émotion forte au lecteur, mais vraiment pour apporter une information structurée et très générique, on va dire. Vous pouvez sans souci rédiger avec l'IA. Il n'y a pas un très gros enjeu de style, il n'y a pas un très gros enjeu émotionnel, vous pouvez le faire. Par contre, quand on commence à être un peu plus sur des contenus qui sont à très forte portée relationnelle, où vous êtes vraiment là pour créer une connexion avec votre lecteur, ou à forte valeur stratégique, type page de vente, landing page, étude de cas, newsletter, page à propos, etc. Vous pouvez utiliser l'IA pour tout ce qui est étape préparatoire. Je vous inviterai par contre à faire preuve de plus de réserve pour tout ce qui est étape rédactionnelle. Donc là, après, vos workflows, vous les adaptez. Vous pouvez utiliser l'IA à certaines étapes, mais pas à toutes. Et l'optimisation dans tout ça, parce que finalement, on est dans la salle SEO de l'UGC, donc il faut peut-être parler un petit peu SEO. Qu'en est-il de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser vos contenus? Là encore, ça va être une question d'expertise, d'appétence, de facilité. Pour être tout à fait transparente, je n'utilise jamais l'IA pour optimiser mes contenus. C'est-à-dire que parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai les bons réflexes depuis maintenant plusieurs années, je vais être capable de très très rapidement analyser une page de résultats, savoir quelles sont les requêtes que je vais aller utiliser. J'ai aussi accès à des outils comme Utext Guru par exemple, ce qui fait que mon petit briefing SEO, je le fais très rapidement et je sais exactement où je vais. J'ai pas envie de perdre du temps à utiliser une IA, devoir éventuellement la corriger dans sa capacité de sélectionner les éléments pertinents. Maintenant, quand vous ne faites pas de SEO et que vous aimeriez bien utiliser l'IA pour pouvoir optimiser vos textes, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? On va voir ça dans le cas pratique juste après. Vous allez pouvoir l'utiliser quand même pour aller faire une analyse de la concurrence. Ce qui vous aurait tendance à vous prendre beaucoup de temps, elle peut le faire très très vite. Vous pouvez aussi l'utiliser pour aller chercher des requêtes complémentaires qui vont permettre de mieux ranker sur la requête principale que vous avez sélectionnée pour votre texte. Vous pouvez aussi l'utiliser pour définir vos champs lexicaux et voir comment les développer. Donc les champs lexicaux, ça va être ils découlent en fait de votre requête principale. Les mots-clés éventuellement intégrés, allez voir aussi la structure des concurrents et donc quelle pourrait être la structure un peu de base à faire et puis éventuellement qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus, enfin non pas éventuellement, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus pour enrichir la structure. Le maillage aussi, un peu plus de réserve sur le maillage. Après, je pense que des gens beaucoup plus pointus, calés en SEO que moi, utilisent peut-être l'IA pour leur stratégie de maillage. En tout cas, moi, c'est pas à moi de faire le maillage avec mes clients, donc pour le coup. Par contre, ce que vous pouvez vous redire, c'est que si vous partez du principe que vous écrivez avant toute chose pour votre lecteur et que vous allez chercher ces éléments-là, et que vous les intégrez dans votre contenu, mais de façon assez naturelle en fait. Essayez pas de suroptimiser, on est très très loin de l'époque du bourrage de mots-clés. Et comme Laura l'a dit ce matin justement, et que ça venait de sa conférence, je crois, d'Anne l'année dernière, où on n'est plus là pour écrire pour des algos, on est là pour écrire pour des humains, et encore plus aujourd'hui je pense. Donc si vous gardez en tête comment je peux satisfaire, respecter mon lecteur, en intégrant ces éléments, vous devriez pouvoir assez, pas facilement, mais faire un article SEO qui est de qualité. Et donc, pour les cas concrets, on va justement commencer avec un cas de workflow sur un article SEO. Alors, petite précision, ce n'est pas forcément un workflow que je vous recommande d'intégrer tel quel, vous, de votre côté. C'est un process que j'ai choisi en me basant, moi, sur mes propres habitudes,
en me basant sur les étapes que je respecte à chaque fois quand je crée un contenu et en me basant sur mes expertises. Il y a des étapes que je vais pas utiliser l'IA, d'autres je vais l'utiliser. Donc c'est très personnel. C'est pour ça que vos workflows sont avant tout là pour être adaptés à vos propres pratiques et à vos propres besoins. Donc prenez toujours un peu de recul sur ce qu'on peut vous donner gratuitement en ligne ou quoi et demandez-vous toujours, est-ce que je peux le réintégrer tel quel ou de quelle manière je peux me l'approprier. Donc là, l'idée, c'est de partir d'une requête clé principale. Pareil, avec mes clients, en général, ils me donnent une requête clé principale et après, je fais le reste du job. Mais je ne fais pas la sélection des requêtes clés principales. Donc dans mon process, vous n'allez pas avoir d'étape de sélection de requêtes clés. À partir de là, donc pour mélanger IA humain, je pars un peu sur 2 voies en parallèle. La première, et là je vais fonctionner avec l'IA à 100%, en réfléchissant moi-même de mon côté, ça va être de faire la fiche persona et les objectifs et points essentiels de mon texte en fonction de ma fiche persona. Pour ça, l'IA, elle me permet d'aller beaucoup plus vite, d'obtenir une fiche beaucoup plus détaillée et très intéressante et correctement structurée. Après, ça me permet de faire des copier-coller d'éléments dans mon texte hyper facilement. En parallèle, alors ça d'ordinaire, j'ai mis des petites têtes blondes, mais moi je fais tout. Après, ça c'est plus si vous voulez vous intégrer l'IA parce que vous n'êtes pas trop peut-être formé au SEO. Mais je prends ma requête clé, je la mets dans la SERP en navigation privée. Et je vois ce qui ressort. Quelles sont les autres requêtes clés Est-ce que je peux prendre une variante de la requête clé principale qui pourrait être intéressante? Est-ce qu'il y a des requêtes clés complémentaires dans la SERP qui vont ressortir aussi, qui vont être intéressantes? Vous pouvez demander à l'IA aussi, est-ce qu'elle a des requêtes intéressantes à vous proposer qui viennent compléter votre requête principale? Donc ça, moi, je sélectionne vous-même, mais vous pouvez aussi, il y a un prompt là encore dans la page Notion où vous aurez accès à la fin, qui vous permet de demander à l'IA, justement, en lui fournissant des captures d'écran, de récupérer les requêtes clés principales, enfin complémentaires, pardon. Mais là encore, ça sous-entend que vous lui avez donné accès à une base de données suffisante pour qu'elle ait la capacité de sélectionner des éléments pertinents. Sinon, elle va vous sortir des trucs qui n'ont absolument aucun lien des fois. Et après, par rapport au top 5, donc je prends les 5 premiers liens et je les envoie à l'IA pour analyse. Et je demande du coup de m'analyser le contenu des 5 liens et d'aller retirer tout ce qui est champ lexico-développé, les mots-clés, angles, idées clés, structure, longueur, point fort, point faible. Ça me donne déjà une analyse concurrentielle qui est assez intéressante. Si vous n'avez pas des outils autres, je cite encore le test group parce que c'est celui avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Passer par cette petite étape-là avec l'IA peut vous permettre de venir assez facilement dégager un brief SEO qui vous apporte des éléments intéressants. Après, on recoupe fiche persona et SEO. Alors déjà, pourquoi j'ai parlé du persona avant de parler du SEO? Dans la mesure où vous devez aussi baser la sélection des éléments par rapport à ce que vous avez conclu sur votre persona. Mais en même temps, vous ne pouvez pas vous contenter de vous dire qu'est-ce que veut mon lecteur sans aller voir après, en vrai, dans les faits dans la SERP, comment ça se passe et qu'est-ce qui ressort. C'est pour ça que les deux sont complémentaires, se font en parallèle, mais je vous invite plutôt à commencer déjà par l'étude de votre persona avec un prompt IA. Après, on arrive à cette étape-là, qui peut être une étape mixte aussi, de faire un brainstorming en fait à partir de tous ces éléments collectés, donc en mixant IA et humain, quels sont les meilleurs angles qui peuvent être intéressants pour mon contenu. Vous choisissez celui qui convient. Là encore, elle pourra vous donner des choses pertinentes si vous lui avez fourni une base de données suffisante pour qu'elle comprenne quels sont les types de sujets ou les types d'angles qui peuvent convenir à votre public et puis à votre entreprise aussi. Là, on passe sur un prompt suivant, où cette fois, ça peut être une étape 100% IA, à partir de l'angle qui a été dégagé et validé. Donc, vous validez à chaque étape, hein. Ici, 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 ici. De venir, du coup, faire un premier plan avec les grandes idées. En gros, votre plan HN. Et vous pouvez utiliser le même prompt pour après faire un plan encore plus détaillé, où vous allez cette fois lui demander d'intégrer tous les éléments clés de la fiche persona, tous les éléments clés de la fiche SEO. Vous allez après lui demander d'aller chercher dans votre base de données, du coup encore très intéressant de fonctionner avec le système RAG et de développer votre base de données, d'aller chercher tous les éléments relatifs à vos produits, vos services, vos offres, votre entreprise qu'on pourra intégrer du coup dans les différents titres et intertitres que vous aurez mis dans votre plan. Vous pouvez même aussi lui demander de mettre le nombre de mots, enfin on va faire vraiment un brief ultra complet qui vous donne un très très gros brouillon de votre texte. Une fois que ça s'est validé, vous pouvez passer à la rédaction. Vous voyez, est-ce que c'est vous qui rédigez? Est-ce que vous confiez à l'IA? Ça, c'est votre choix, en fonction du contenu, de vos appétences, comme on disait tout à l'heure.
Une phase 100% IA qui va vous faire gagner du temps, c'est la vérification du respect du brief. Ça permet aussi de voir que le texte répond à tous les objectifs définis. Et enfin, pour finir, une étape qui doit rester en 100% humain, c'est votre relecture à froid. Ne vous contentez pas d'une relecture juste avec l'IA. Par contre, ne vous privez pas à la fin, lui demander une relecture pour vérifier tout ce qui est français. Si vous lui donnez à la base comme connexion ou comme recommandation des sites qui vont justement avoir toutes les règles de français, de typo, de grammaire. Je pense, alors j'ai oublié le nom de ce site, mais c'est un site québécois. Je rechercherai. Mais voilà, ne laissez pas choisir les règles de typo. Elle a tendance à faire des erreurs de typo. Donc il faut que vous lui donniez à la base les règles que vous voulez respecter pour la typo, le français, etc. Donc voilà pour un premier exemple de workflow mix humain-IA, où à chaque étape, du coup, il y a vraiment besoin d'une validation. Et en même temps, certaines étapes peuvent être extrêmement accélérées avec l'IA. Exemple suivant, et on arrive à la fin gentiment de cette conférence, ça va être l'article interview. Alors là, du coup, cet article-là, ce type d'article, vient complètement contredire la diapo sur les deux catégories de contenu que vous pouvez faire ou pas avec l'IA. Parce qu'un article interview peut avoir une très très forte portée relationnelle et stratégique, et en même temps, vous pouvez le faire très facilement avec l'intelligence artificielle. Et justement, on en a parlé tout à l'heure aussi dans une des autres conférences, où si vous partez du même... c'est un peu le même process, hein, finalement. Vous partez d'une requête clé, là, d'une requête clé principale ou d'un sujet. Vous faites votre étude de persona, très détaillée. À partir de là, vous voyez un peu quels vont être les objectifs du texte, là-dessus mêmes étapes. Mais surtout, vous allez pouvoir ajouter à votre first persona, en utilisant l'IA, essayer de tirer un maximum de questions clients, un peu en mode FAQ. Pour ce sujet-là, pour ce persona-là, quelles sont toutes les questions qu'il peut se poser, et vraiment aller dans le plus de détails possible. Plus vous allez être spécifique, plus vous allez aussi être sur un contenu intéressant. Vous prenez cette FAQ, et après vous y répondez comme si vous vous auto-interviewez. Ou vous pouvez aussi le donner à quelqu'un de votre entreprise qui y répondra en mode interview. Et pour ça, hyper simple, vous utilisez l'IA avec le système dictaphone. Elle enregistre tout. Après, au préalable, bien sûr, il faut que vous ayez un peu paramétré votre prompt pour qu'il y ait des retouches un petit peu, qu'on enlève les tics de langage, mais qu'on garde la tournure parlée. Et vous retrouvez comme ça très rapidement avec un article qui est vraiment unique, qui est vraiment à la voix de votre entreprise et qui, franchement, vous aura pas pris longtemps à être produit. Donc voilà, ça peut être une astuce assez intéressante de temps en temps. Et on finit de la même façon, hein, avec le respect du brief et puis la relecture à froid 100% humain, et après, pourquoi pas, avec l'IA. Finalement, si on devait retenir qu'une seule chose, au-delà de la base de données, le prompting et votre intervention, c'est que finalement, l'IA sera l'assistant que vous lui permettez d'être. C'est-à-dire que oui, on parle en effet, là je reviens un peu au début de ma conf, sur la notion de rapidité, mais si vous ne prenez pas ce temps qui certes peut être un peu conséquent pour mettre en place vos compétences en prompting, pour mettre en place vos bases de données, et si vous ne prenez pas le temps à chaque fois de revérifier à chaque étape, vous allez avoir du mal à faire de la qualité avec l'IA. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de magie, il faut que vous preniez ce temps-là. Mais plus vous allez le prendre au début, plus vous allez le faire correctement. Par contre, après, vous allez vraiment gagner en productivité, parce que la base de données, vous la mettez à jour, mais vous n'allez pas la refaire à chaque fois. Les prompts, c'est la même chose. Et après, la vérification, vous allez être de plus en plus rapide. Donc finalement, vous allez vraiment gagner en rapidité, en productivité, mais ça demande un investissement temps initial qui est assez inévitable pour le coup. Donc voilà, déjà un merci aux partenaires du Biz & Buzz et puis à Eneolab et à Dan qui m'a proposé de venir. Et puis à vous tous aussi d'être venus aujourd'hui en phase de digestion, comme on disait. Le fameux QR code, vous l'avez là-bas, si vous voulez, du coup, pour après accéder à la page Notion avec, vous allez avoir l'exemple de métadonnées, vous avez deux prompts, le prompt persona, le prompt SEO. Vous avez des exemples aussi d'astuces, si jamais vous faites un contenu 100% IA, comment est-ce que vous pouvez le retoucher avec 2-3 petites astuces qui permettent à minima d'éviter d'être dans quelque chose qui sent trop l'IA. Et aussi des bonnes pratiques de rédaction web, parce que je pense que tous, vous n'êtes pas forcément rédacteur web ou copywriter ici, mais écrire sur écran et être lu sur écran, ça exige des règles spécifiques d'écriture. Donc vous aurez déjà un petit peu quelques guidelines aussi.
Donc voilà, j'ai tenu à vous parler de ce sujet-là parce que ça fait maintenant 4 ans que je suis dans ce métier et que j'ai vu au premier rang quel pouvait être l'impact de l'IA sur tout ce qui va être éditorial. Beaucoup ont dit c'est la fin des rédacteurs, beaucoup ont dit c'est la fin du SEO. Je pense que non. Par contre, clairement, on va tous évoluer et je pense qu'il y a de très très belles choses à faire sur tout ce qui va être workflow IA humain, que ce soit en SEO ou en éditorial aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup à tous.